Le froid frappe le visage, comme un coup de fouet. Aux frontières nord de l'Empire romain, l'hiver transformait la terre en pierre, le souffle en vapeur et le bronze en piège de glace. Les guerriers se tenaient jusqu'aux genoux dans la neige, mais à leurs pieds, des sandales ouvertes. Et ce n'était pas une erreur, pas un hasard, c'était un ordre. L'ordre de ne pas porter de pantalon. Pourquoi donc l'Empire, qui avait conquis la moitié du monde, ne permettait-il pas à ses soldats de mettre une protection élémentaire contre le froid? Tacite écrivait « Ni la coutume barbare, ni le vêtement barbare ne doivent toucher le Romain. Pour le légionnaire, les pantalons, le signe du barbare. Les barbares, ce sont les Gaulois, les Germains, les Sarmates, des gens du Nord, où le froid est plus fort que la loi. Et le Romain doit rester romain, même dans la neige. Ainsi naquit le symbole tacite de la civilisation, les genoux nus sous le fer. » Les pantalons en tissu s'appelaient des bracae, du mot celtique bracae. Cet article vestimentaire était répandu chez les tribus du Nord bien avant les campagnes romaines en Bretagne et en Gaule. Pour les barbares, c'était une nécessité. Pour les Romains, une honte. Dans la Légion, les pantalons étaient considérés presque comme un sacrilège, comme si un officier avait retiré sa cuirasse avant le combat. Mais imagine cette image. Dans un vent plein d'aiguilles de glace, des centaines de guerriers se tiennent en sandales de cuir enveloppées de chiffon, levant leurs boucliers sur lesquels le givre se fige. Ils marchent 20 km par jour sur une terre gelée, en jambières de bronze et tuniques de laine, et chaque pas résonne de douleur. Sous leurs vêtements légers, leur corps tremble, mais la discipline romaine ne laisse échapper ni un son, ni une plainte. Plutarque écrivait qu'un légionnaire devait savoir supporter toute épreuve, et la chaleur du désert, et la froidure du vent du nord. Ils étaient entraînés pour cela. Ils parcouraient 30 km par jour en équipement complet, pesant jusqu'à 30 kg. Ils dormaient à même le sol, où la glace s'enfonçait dans leur dos, et mangeaient de la bouillie, gelée dans leur écuelle. Mais les plaintes étaient considérées comme une faiblesse, et la faiblesse, une trahison. Les chaussures de ces guerriers, les calcei et les caligae, c'étaient des sandales militaires avec des clous, renforcés de fer. Elles laissaient sur le sol des traces ressemblant aux empreintes de griffes d'une bête. Les archéologues les ont trouvées sous la forêt de Teutobourg, où 3 légions de Varus avaient disparu dans les marais et le brouillard. Sur le cuir, des traces de sel sont restées, non pas de la sueur, mais du sang gelé. Les commandants romains, tels que Jules César et Germanicus, savaient que le froid tue non moins vite que l'épée. Mais ils comprenaient aussi autre chose. Si un légionnaire mettait des pantalons, alors il adopterait une part du barbare. Et Rome bâtissait son empire non pas avec des épées, mais avec une idée de supériorité qui commençait par le vêtement. Quand la nuit, le givre s'installait sur le camp, les guerriers se rassemblaient autour des feux, s'enveloppant dans leurs manteaux, mais leurs pieds restaient découverts. C'était un rituel, une épreuve de l'esprit. Le froid se transformait en instrument de trempe. Il affûtait la volonté, comme un forgeron, une lame. Et quelque part entre la souffrance et la fierté naissait un nouveau type d'homme, le miles romanus, le guerrier romain. Mais que se passait-il lorsque la Légion se trouvait aux confins de l'Empire, là où l'hiver durait 6 mois, où le vent du nord pouvait couper le souffle? Comment maintenir l'ordre quand la loi contredit la vie elle-même? C'est là, dans les marais gelés et les forêts de Bretagne, que commença l'histoire de la première désobéissance. Une histoire qui changea à jamais l'attitude de Rome face au froid. L'hiver en Bretagne ne commençait pas par le calendrier, mais par le premier souffle du vent de la mer du Nord. Vers la fin d'octobre, la terre se couvrait d'une croûte de givre, et les pluies se transformaient en flèches de glace, transperçant la peau jusqu'aux os. C'est là, aux confins de la civilisation, que furent envoyées les légions romaines sous le commandement d'Agricola, le gouverneur dont Tacite a écrit. Les troupes devaient maintenir la frontière contre les Pictes, des hommes sauvages endurcis dont les corps étaient peints de motifs bleus et dont les pieds ne connaissaient pas de chaussures. Agricola exigeait de la discipline, mais même lui ne pouvait s'empêcher de remarquer à quel point les légionnaires souffraient. Leurs bandes de tissu s'imprégnaient d'eau, gelaient, se transformant en garrots de glace. Les sandales à clous de fer, les caligae, gelaient au sol. Les hommes se réveillaient avec les pieds enflés par le froid, et pourtant ils continuaient à construire des fortifications, à marcher, à établir des camps. Ces années-là, les troupes romaines hivernaient pour la première fois dans le nord de la Bretagne, et cette expérience se révéla être un cauchemar. Les découvertes archéologiques du fort de Vindolanda, près du futur mur d'Adrien, le montrent. Les soldats écrivaient chez eux en suppliant pour des chaussettes en laine, des capes, et même des pantalons. Un fragment de lettre, conservé sur une tablette de bois, contient une requête.
Je vous prie d'envoyer plus de bas et de sous-vêtements, car le froid est terrible. Ces lignes, ce n'est pas de la rhétorique, mais un cri de douleur qui a traversé 2 millénaires. Progressivement, les légionnaires commencèrent à enfreindre l'interdit. D'abord en secret. Ils se confectionnaient des bracailles en laine grossière de moutons locaux, les portaient sous leur tunique, les cachaient sous de longs manteaux, les sagums. Ce manteau devint le symbole des garnisons du Nord. Le sagum, un tissu de laine épais attaché par une fibule au cou. Il ne réchauffait pas complètement, mais protégeait du vent, et avec les pantalons secrets se transformait en un défi à l'idée même de la vaillance romaine. Les guerriers, éduqués selon l'idéal du rude guerrier italique, prenaient désormais des leçons de ceux qu'ils appelaient barbares. Ce n'était pas seulement un échange de biens, mais un choc de vision du monde. Selon l'historien Goldsworthy, ce sont les campagnes du Nord qui ont forcé Rome à reconnaître pour la première fois la faiblesse de sa tradition. Mais personne n'en parlait ouvertement. Car admettre qu'une coutume barbare sauvait les légionnaires revenait à douter du fondement même de l'Empire. De nouveaux éléments d'équipement commençaient à apparaître dans les forts, des gants en cuir, des doublures en fourrure, des capuches. Tout cela se faisait sans autorisation officielle, mais avec l'accord tacite des centurions. Le centurion, officier supérieur responsable d'une centaine de guerriers, savait qu'entre le règlement et la mort, il devait choisir la vie de ses hommes. Et si l'uniforme romain commandait de geler, il se contentait de détourner le regard. Mais tous n'acceptaient pas cette voie. Parmi les officiers, il y avait ceux qui considéraient la douceur comme une trahison. Ils voyaient dans les fourrures et les pantalons une menace, le symbole que la Légion perdait son essence. L'un de ses commandants, mentionné par Tacite, refusa de se couvrir d'un manteau pendant la tempête de neige, voulant montrer un exemple de courage. On le trouva le matin. Il était mort de froid, mais son visage était figé dans une grimace de fierté. Ainsi naissait la légende. Mieux vaut mourir romain que survivre en barbare. Et pourtant, sous la couche de discipline, le mécontentement grandissait. Les soldats, épuisés par le froid et les maladies, commencèrent à se mutiner. Une révolte éclata dans l'un des camps de Bretagne. Les légionnaires exigeaient des uniformes chauds et l'arrêt des campagnes hivernales. Selon diverses sources, Agricola n'eut pas recours aux exécutions. Il comprenait. La punition ne réchaufferait pas et la révolte ruinerait la garnison. Alors il fit un compromis, rare pour la tradition romaine. Il autorisa officiellement le port de sous-vêtements en laine pendant l'hiver. Ainsi, pour la première fois dans l'histoire de l'Empire, le froid vainquit l'idéologie. Mais pour ce pas concédé, Rome paya d'une nouvelle menace. Lorsque, quelques années plus tard, les légions revinrent sur le continent, une nouvelle habitude les accompagna, la mode barbare. Sur les forums et dans les amphithéâtres, des citoyens en pantalon commencèrent à apparaître, et les sénateurs chuchotaient avec horreur à propos de la décadence des mœurs. Le Sénat envisagea même d'interdire le port du pantalon dans la ville elle-même. Dès lors, entre Rome et les barbares, ce n'était pas seulement une guerre d'épée, mais aussi une guerre de tissu. Chaque centimètre de laine sur le corps d'un soldat était un pas vers la reconnaissance par l'Empire. Le froid est plus fort que l'orgueil. Mais à l'époque, personne ne le réalisait encore. Les légionnaires revenaient du Nord, emportant avec eux non seulement des trophées, mais une nouvelle image, celle d'un homme qui n'avait plus peur d'enfreindre la loi pour sa survie. Et cette image allait bientôt changer le destin de toute l'armée romaine. Au début du IIe siècle de notre ère, les légions romaines étaient déjà établies sur les frontières nord de la Bretagne. Le célèbre mur d'Adrien était en construction, un mur de 120 km de long, s'étendant d'une mer à l'autre. Ce n'était pas seulement une ligne de défense, mais un symbole, la fin de Rome, le début du chaos. Au-delà de ce mur commençait la terre des brumes, où les hivers duraient plus de 6 mois et où le soleil se montrait à peine au-dessus de l'horizon. Et c'est là que les légionnaires se sont finalement heurtés à un ennemi auquel ils n'étaient pas préparés, un froid qui ne connaissait aucune pitié. Les souffrances physiques des soldats étaient monstrueuses. Les contemporains écrivaient que le vent du Nord pénétrait les os comme une lame dans la chair. Les archéologues ont trouvé dans l'un des forts du mur des restes de feu, où, au lieu de bois, on brûlait de l'huile d'armes et même des ceintures en cuir. Les sandales, les caligas, devaient être attachés avec des cordes pour ne pas glisser des pieds gonflés par les engelures. Le matin, la neige à l'intérieur des tentes fondait, se transformant en boue et regelait, et au-dessus de tout cela régnait le silence de fer de la discipline. Progressivement, l'hiver devint le principal enseignant des légionnaires. Pour survivre, ils inventèrent de nouvelles méthodes de protection. L'une d'elles, des bandes de laine qu'ils plaçaient sous leurs sandales, cet élément reçut plus tard le nom latin d'udone, l'ancêtre des chaussettes modernes. C'est aussi à cette époque qu'apparurent dans les camps les penulae,
de lourdes capes de laine avec capuche qui ressemblaient à des manteaux de voyageurs. Elles étaient pratiques pour monter la garde sur les murs et traverser les marais, mais la réorganisation interne de l'armée fut tout aussi importante. Si auparavant le légionnaire était perçu comme l'incarnation du guerrier du Sud, habitué au soleil et à la poussière, il devenait désormais un soldat des vents froids. Les commandants commencèrent à prendre en compte les conditions rigoureuses lors de la planification des opérations. On importait plus de provisions pour les campagnes, on créait des stocks de combustible, on construisait des baraques chauffées. Dans certains forts, on a trouvé des tuyaux en argile, des prémices de chauffage, par lesquels passait l'air chaud des fours. Ce fut une révolution dans la logistique militaire, forçant Rome à reconnaître l'endurance exige non seulement du courage, mais aussi de la chaleur. Cependant, le prix de cette adaptation s'avéra culturel. Plus les légionnaires empruntaient au peuple du Nord, plus la frontière entre le romain et le barbare s'estompait. Tacite écrivait que les Romains s'étaient habitués aux coutumes étrangères, sans remarquer qu'ils devenaient leurs prisonniers. À cette époque, des gilets de fourrure, des pantalons de laine et des bottes, auparavant inacceptables dans la mode urbaine, se sont répandus parmi les citoyens. Le Sénat grondait, mais il était impossible d'arrêter le processus. L'Empire copiait involontairement ceux qu'il méprisait. Et pourtant, c'est précisément cela qui sauva l'armée. À l'époque de l'empereur Adrien et de ses successeurs, les garnisons du Nord étaient déjà officiellement pourvues d'équipements divers. Les pantalons, les bracas, devinrent une partie de l'uniforme du soldat, bien que les officiers préférassent toujours les tuniques. Mais le véritable signe du changement fut l'esprit. Les guerriers cessèrent d'avoir honte des coutumes barbares. Ils commencèrent à voir dans le froid non pas une punition, mais une épreuve qui rend plus fort. Les centurions étaient désormais formés non seulement à l'art militaire, mais aussi à l'art de la survie hivernale. Ils veillaient à ce que les soldats ne dorment pas à même le sol, ne soient pas trempés par la pluie et fassent sécher leurs chaussures près des feux. Dans les garnisons de Bretagne apparurent des artisans spécialisés dans les articles en fourrure, et même des marchands des tribus barbares qui apportaient peau et laine en échange de vin et de métal. Ainsi, pas à pas, l'Empire devenait dépendant des terres du Nord, de leur climat, de leurs ressources, de leurs habitants. Les historiens divergent sur le moment exact où le tournant définitif s'est produit. Certains estiment qu'après la mort d'Adrien, l'interdiction des pantalons disparut de fait. D'autres pensent que la fierté romaine résista encore longtemps. Mais le fait est que aucune campagne vers le nord après le IIe siècle ne se fit sans vêtements chauds. La culture du corps céda la place à la culture de la survie. Cependant, avec cela, un autre élément pénétra l'armée, l'esprit des barbares. Les soldats, ayant grandi dans le froid, ne ressentaient plus de lien particulier avec Rome. Leur sang se mêlait à la population locale, leurs habitudes différaient de celles des gens du Sud. Ils devinrent de nouveaux Romains, non par la naissance, mais par le serment. Et lorsque 2 siècles plus tard, l'Empire commencera à s'effondrer, ce sont précisément ces légions du Nord qui joueront un rôle décisif. Certaines pour le défendre, d'autres pour l'achever. Mais pour l'instant, c'était loin d'être le cas. Alors, à l'époque d'Adrien, le froid était encore un ennemi, et non un symbole de la faim. Les légionnaires se tenaient sur les murs, regardant les plaines brumeuses où disparaissaient les tribus barbares, et savaient, ils avaient survécu à ce que même les dieux de l'Olympe n'auraient pas supporté. Et pourtant, quelque part au fond d'eux, chacun portait cette pensée. Si Rome avait pu se réchauffer avec des peaux barbares, alors un jour elle pourrait aussi se réchauffer avec une âme barbare. Un siècle passa. L'Empire s'était étendu, mais le froid revint, cette fois de l'Est et du Nord, où les Goths et les Francs menaçaient les frontières. Rome n'était plus la même. Les citoyens des villes portaient des manteaux de laine, les fonctionnaires des pantalons, et les vieux sénateurs grommelaient que tous s'étaient vêtus comme des bergers. Mais aux frontières, dans les marais du Rhin et les montagnes de Pannonie, la guerre contre l'hiver n'était pas terminée. Ici, au carrefour du monde et du chaos, les légions romaines subissaient de nouvelles épreuves, non seulement de climat, mais aussi de loyauté. Sous l'empereur Marc Aurèle commença la guerre dite des Marcomannes. Les légions se trouvaient en Autriche, sur les rives du Danube. Les températures hivernales descendaient en dessous de zéro et la neige s'accumulait sur 1 mètre. Les arbres craquaient sous le gel, l'eau des chaudrons se transformait en glace. Et de nouveau, les soldats montaient la garde en sandales parce que les provisions d'équipements chauds n'arrivaient pas à temps du sud. Dans les chroniques de Dion Cassius, on trouve une ligne. De nombreux légionnaires périssaient, non pas par l'épée, mais par le froid glacial.
Cette guerre a montré: le froid tue les empires aussi bien que les barbares. Pour sauver les troupes, le commandement se décida à une mesure qui, 100 ans auparavant, aurait été jugée impensable. Un équipement d'hiver obligatoire fut introduit: des pantalons de laine, des cagoules et des gants de fourrure. Dès lors, les bracae devinrent définitivement une partie de l'uniforme romain. Mais cette solution pratique cachait un coût symbolique. La frontière entre le romain et le barbare avait disparu. Désormais, tous portaient la même chose. Les soldats des légions du Nord parlaient déjà un latin approximatif, mangeaient la nourriture locale et prenaient pour épouses des femmes des tribus soumises. C'est ainsi que se formait une nouvelle classe, les limitanei, les guerriers des frontières. Ils vivaient à la lisière de l'Empire, gardaient les forts, cultivaient la terre, connaissaient les chemins d'hiver et les esprits locaux. Ce n'étaient pas des citoyens romains disciplinés, mais de rudes gardiens du froid, habitués à vivre sous la neige. Dans leur quotidien, les fourrures, les peaux et la laine n'étaient pas un luxe, mais une partie de leur identité. Progressivement, la forme de commandement changea également. Si auparavant le légat, envoyé de Rome, se distinguait par ses manières et ses vêtements, désormais, même lui s'habillait de chaudes bracae et de bottes. Le légate, officier supérieur nommé par l'empereur, commandait toute une légion, mais son pouvoir dépendait désormais du respect des hommes endurcis par le gel. Ceux qui tentaient d'imposer les anciens ordres ne tenaient pas longtemps. Les soldats méprisaient ceux qui ne savaient pas comment survivre en hiver. Les historiens estiment que c'est à cette époque que s'ancra définitivement une nouvelle philosophie dans l'armée. Mieux valait se réchauffer à la barbare que de geler à la romaine. La chaleur devint une mesure de bon sens. Les découvertes archéologiques des forts danubiens le confirment. Les soldats créaient des systèmes de fours entiers, construisaient des casernes en pierre avec des sols sous lesquels circulait l'air chaud. Ce principe de chauffage s'appelait l'hypocauste. Il fut inventé pour les bains, mais les légions du Nord le transformèrent en une arme contre l'hiver. Et pourtant, le prix de la survie s'avéra élevé. Avec les habitudes barbares, les légionnaires adoptèrent aussi la liberté barbare. Dans leur langage apparaissaient des mots étrangers, dans leur chant, des motifs étrangers. Ils devinrent plus indépendants, moins obéissants au centre. Quand Marc Aurèle mourut, de nombreuses garnisons refusèrent d'obéir au nouvel empereur, Commode. La frontière entre loyauté et rébellion s'avérait aussi mince qu'entre le froid et le chaud. Dans les lettres de cette époque, on trouve des lignes où les soldats commençaient à se considérer comme les maîtres du vent du Nord. Ce n'était pas seulement une expression poétique, c'était un nouveau mythe. Le légionnaire se voyait désormais non pas comme le porteur de la civilisation romaine, mais comme le maître des éléments. Et quand, au IIIe siècle, la grande confusion commencera, ce sont précisément ces guerriers endurcis par le froid qui lèveront les premiers l'épée non pas contre les barbares, mais contre Rome elle-même. Mais il restait des décennies avant cela. Pour l'instant, dans les plaines danubiennes, les légionnaires érigeaient des murs de pierre, fortifiaient les camps, séchaient leurs vêtements près des fours et se rappelaient de moins en moins que les pantalons étaient autrefois considérés comme une honte. Ils riaient des anciens tabous, comme d'un conte d'enfant, et seuls les vieux centurions disaient parfois « Autrefois, Rome ne connaissait pas le froid ». Et ces mots sonnaient déjà non plus avec fierté, mais comme un aveu de défaite. Cependant, était-ce une défaite ou une évolution, la capacité de l'Empire à apprendre de ses ennemis et à devenir plus fort? Car ce sont précisément ceux qui avaient appris à survivre dans la neige qui retinrent ensuite l'Europe des hordes barbares. Mais alors, pendant ces hivers sous le Rhin et le Danube, personne ne pensait à l'avenir. Les guerriers enfilaient simplement leurs bracailles de laine, ajustaient leurs épées et sortaient dans le froid, parce que la guerre n'attendait pas la chaleur. Le IIIe siècle. L'Empire craquait sous la pression, non seulement des ennemis, mais aussi du temps. Les troupes, étirées sur des frontières infinies, combattaient dans la neige, la boue et le brouillard, toujours plus loin des marbres dorés de Rome. Le centre perdait son pouvoir, et les provinces vivaient de plus en plus selon leurs propres lois. Les légionnaires, ayant grandi au nord, ne voyaient désormais plus de différence entre eux et ceux qu'ils appelaient hier des barbares. Ils parlaient le même dialecte, mangeaient dans la même écuelle, portaient les mêmes pantalons. Les pantalons, les bracae, autrefois considérés comme un symbole de sauvagerie, devinrent un symbole d'appartenance à un nouvel empire romain du Nord. Sur les terres frontalières, les camps romains se transformèrent en forteresses. Murs de pierre, fossés remplis d'eau, casernes avec des fours en argile, des hypocaustes. Dans chaque fort de ce type, une centaine de foyers brûlaient en hiver. Le feu devint le cœur de la garnison, son souffle.
Là où se dressaient autrefois des tentes en cuir, s'élevaient maintenant des bâtiments en pierre avec des cheminées. Les archéologues ont trouvé dans ces lieux des bûches carbonisées, des restes de couvertures en laine et même des capuches en fourrure, des traces d'une époque où le froid n'effrayait plus Rome. Mais ce nouveau confort avait un revers. Les soldats, habitués à la chaleur et à la commodité, ressemblaient moins à ces guerriers austères qui avaient autrefois conquis le monde. Des historiens comme Keegan ont noté « La discipline s'est affaiblie et la valeur militaire a cédé la place à l'habitude de la survie. Les légionnaires construisaient désormais plus qu'ils ne combattaient. Leur journée se passait à réparer des routes, à préparer du combustible et à protéger les villages locaux. Et pourtant, la menace ne disparaissait pas. De l'Est venaient les Goths, du Nord, les Francs. En hiver, ils attaquaient le plus souvent, sachant que les Romains étaient épuisés, que les routes étaient enneigées. Alors les légionnaires quittaient leurs casernes chaudes et retournaient au combat. Dans ces batailles, le gel devenait l'allié de l'ennemi. Les lances se brisaient sous le froid, les épées gelaient aux mains. Les légionnaires enveloppaient les poignets de tissu pour ne pas se brûler la peau avec le fer. Pour contrer cela, les commandants introduisaient de nouvelles techniques. Désormais, avant de partir au combat, les guerriers se frottaient la peau de graisse, s'enduisent les pieds d'huile pour se protéger des engelures. Ces techniques venaient des barbares, Germains et Sarmates, habitués aux guerres hivernales. Ainsi, les anciens ennemis devinrent involontairement des professeurs. Au milieu du siècle, l'armée cessa définitivement d'être romaine au sens ancien du terme. Sur 20 légions, la moitié était composée de soldats d'origine non italienne. Ils portaient des noms barbares, mais prêtaient serment à l'empereur. Ils se considéraient comme des défenseurs de l'Empire, bien que leur visage et leurs vêtements parlaient déjà d'un autre monde. Les inscriptions latines sur les murs des forts côtoyaient les runes germaniques, et au lieu des aigles standards, apparaissaient des symboles locaux, loup, ours, reine. Pendant ce temps, à Rome, il y avait encore des gens qui croyaient que la grandeur commençait par l'apparence. Les sénateurs rédigeaient des décrets appelant à restaurer la rigueur antique. L'une de ces résolutions mentionnait même l'interdiction du port du pantalon dans les lieux publics pour les citoyens de la capitale. Mais ces mots sonnaient creux. Personne n'allait plus se battre contre le vent pour la mode. La force de l'Empire ne résidait plus dans le marbre, mais dans la laine et l'acier. Selon les témoignages des contemporains, lorsque l'empereur Dioclétien mena la réforme de l'armée, il ne changea pas seulement la structure, mais reconnut aussi « le climat est aussi un ennemi ». Dès lors, l'équipement d'hiver devint un élément obligatoire de l'approvisionnement. Les légions étaient pourvues de fourrures, de manteaux de laine, de bonnets et de pantalons. L'ancienne distinction entre barbares et romains disparut définitivement. Il ne resta que des guerriers. Mais avec la victoire pratique sur le froid vint une fatigue intérieure. Les gens, habitués à vivre dans un hiver constant, eurent plus de mal à monter au combat. L'Empire survivait, mais perdait son souffle. Les anciens idéaux, l'honneur, le devoir, la dignité, reculaient devant un simple instinct, se réchauffer, survivre, tenir jusqu'au printemps. Quand les nuits glaciales arrivaient, les soldats se rassemblaient autour du feu, réchauffant leurs mains sur les braises, et racontaient des légendes. Dans ces récits, Rome n'était plus le centre du monde. Elle était devenue une lumière lointaine, visible à travers la neige et le brouillard. Et quelque part là, parmi les lumières du camp, naissait le sentiment que tout changeait, que l'Empire, qui avait créé l'idéal de la force par la souffrance, avait désormais elle-même besoin de protection contre ses propres idéaux. Mais un nouvel hiver attendait, le plus cruel de tous, celui qui n'apporterait pas de neige, mais amènerait les barbares aux portes de Rome. Et ceux qui jadis avaient juré de ne pas porter de pantalon défendraient désormais l'Empire épaule contre épaule avec ceux qui les avaient inventés. Le IVe siècle, l'Empire était fatigué. Au nord, au-delà du Rhin, naissaient de nouveaux royaumes, et au sud, à Rome, les sénateurs discutaient d'impôts et d'étoiles. Le froid n'était plus un ennemi, mais un arrière-plan habituel, comme la pauvreté ou la mort. Les légionnaires à la frontière ne se souvenaient plus que Rome n'avait jadis pas connu l'hiver. Ils ne connaissaient que le service, les fours et la neige. Dans ces forts du Nord apparurent des enfants, des fils et des filles de soldats, nés sous le hurlement des blizzards. Leurs mères n'étaient pas des Romaines, mais des femmes des tribus locales. Ainsi l'Empire se dissolvait dans ses périphéries, comme le fer dans le feu. D'eux naquit une génération pour qui Rome n'était pas un lieu, mais un mot dans les chansons. Ils portaient des épées romaines, mais chantaient des ballades barbares. À cette époque, les chroniques militaires ne distinguaient plus les Romains des alliés goths. Le système des fédérés, des barbares mercenaires ayant prêté serment à l'empereur, était devenu la norme.
Les Goths, les Alains, les Francs se tenaient désormais épaule contre épaule avec les vétérans romains. Et dans ce mélange disparut cette vieille fierté qui jadis n'avait pas permis à un Romain de porter des pantalons. L'empereur Constantin, lui-même né dans les provinces froides, comprenait. Le monde avait changé. Il déplaça la capitale à Constantinople, là où la mer ne gèle pas. Mais à l'ouest, dans la vieille Rome, le souffle de la faim se faisait déjà sentir. Le vent du nord n'avait pas seulement apporté le froid, mais aussi de nouveaux peuples. Quand les Goths traversèrent le Danube, beaucoup de Romains les rencontrèrent non pas comme des ennemis, mais comme des voisins. Certaines garnisons ouvraient simplement leurs portes, non par peur, mais par lassitude. Ces soldats, endurcis par les hivers, ne voyaient plus de sens à défendre un empire qui les avait oubliés depuis longtemps. Ainsi le froid, qui avait commencé autrefois comme une force naturelle, devint un facteur historique. Il ne se contenta pas de tuer, il transforma Rome en quelque chose de nouveau, en un monde où les pantalons cessèrent d'être une barbarie et les barbares des étrangers. Quand les chroniqueurs tardifs écrivirent sur la chute de l'Empire, ils évoquèrent rarement le gel. Mais dans chaque pierre fissurée d'un aqueduc, dans chaque fort brûlé sur le Danube, vivait le souvenir de ces hivers où Rome comprit pour la première fois: survivre, c'est changer.